OK. Alors, bonjour et bonsoir. C'est le moment de visionner notre petit entretien de ce soir concernant donc la présentation du jeu de cartes de la spirale évolutive. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Sylvain Bélanger. Donc, ça fait plusieurs années que je fais des pratiques intuitives. Je suis auteur de plusieurs livres aussi dans le domaine de l'intuition. Et aujourd'hui, on va vous parler donc d'un petit projet qui me tient à cœur depuis bien longtemps. Finalement, ça a pris beaucoup plus d'années que je l'avais imaginé que ce projet pourrait. Je pensais que ça se ferait beaucoup plus rapidement. Ça a commencé, ce projet-là, j'avais à peu près 12 ans, où j'ai eu un rêve très, très significatif dans lequel j'avais vraiment comme une présentation très claire d'une typologie. Cette typologie-là se manifestait sous forme de cartes. Et il faut savoir que moi, quand j'ai commencé ma formation avec le Grissard, avec le Pavlov Young, j'ai commencé à peu près à l'âge de, j'avais 25 ans, chose comme ça, j'avais un projet de jeu de cartes parce que je m'intéressais beaucoup à l'astrologie, aux chakras, et j'avais fait donc des liens entre les chakras et l'astrologie. Ça m'avait amené donc à développer un jeu de cartes. Et comme j'étais jeune à l'époque, j'avais fait un jeu de cartes, puis même fini le jeu de cartes avec un livre et tout ça, mais c'était très ésotérique. Et finalement, je me sentais pas nécessairement prêt à me lancer, alors que je me rappelle, j'avais donné un cours de ce jeu de cartes avec un mathématicien qui était un Français qui habitait au Québec. Et lui, il était vraiment fasciné par le jeu de cartes, il trouvait que c'était extraordinaire, tout ça. Sauf que moi, j'arrêtais pas de changer de façon de faire avec le jeu de cartes parce que j'avais pas une certaine, je ne me sentais pas solide. Même si j'avais une facilité avec l'intuition, le jeu de cartes, j'essayais de lui donner une forme qui me convenait. Et puis finalement, lui, il était devenu découragé parce que il y avait une facilité de développer la bibliothèque, le jeu de cartes, qui est très intéressant. En même temps, comme je changeais des choses, ben, ça le déstabilisait, je le comprends aussi. Donc, finalement, ça fait donc plusieurs années que ce projet-là existe et le jeu de cartes de la spirale évolutive, ben, c'est finalement ce projet-là qui a commencé quand j'avais 25 ans, puis là, j'en ai 62 et ça a pris tout ce temps-là pour que j'arrive justement à pondre le projet. Donc, ce projet-là, finalement, dans un premier temps, il s'est développé sous la forme de ce livre-là, Découvrir votre spirale évolutive, qui était le premier projet, non pas à l'origine, puisque le jeu de cartes était le premier projet à l'origine, sauf que ce livre-là est venu dans un souci, dans une volonté d'asseoir quelque chose. Parce que comme ça faisait 12 ans que ce projet-là était en processus, ben, je m'étais dit, j'aimerais bien quelque part arriver à une maturité du langage de la spirale évolutive, me sentir à l'aise pour pouvoir le présenter, puis pas être constamment dans une instabilité de changer des choses, quoi que ce soit. Donc, ça m'a pris un certain temps. Et le livre Découvrir votre spirale évolutive, c'est un peu la tentative de présenter l'ensemble du langage intuitif qu'est la spirale évolutive en détail, d'une façon très étoffée, très, très déterminée. Et comme c'est un livre qui a comme 700 pages, bien évidemment, le livre présente vraiment comment on peut découvrir notre profil de la spirale évolutive, mais sans passer par la voie intuitive, c'est plus par la voie de la résonance, si je me sens en affinité avec une famille plutôt qu'une autre. Donc, évidemment, sans plus tarder, je vais vous présenter un petit peu ce qu'est justement la spirale évolutive pour ceux qui se posent des questions, là, parce que là, je saute un petit peu autour du pot, mais ça, c'est donc le petit jeu de cartes qui vient avec. Donc, vous avez l'image de fond, ici, l'image de présentation qui est la même que celle du livre. Et vous avez le petit livret qui rejoint un peu la même logique, donc, de la spirale évolutive. Excusez-moi, et, et tout ce projet, finalement, il s'est bâti autour des chakras, pour commencer. Pourquoi les chakras? Mais parce que moi, je fais des lectures intuitives depuis plusieurs années, plus de 30 ans, 35 ans. Et puis, c'est avéré que les lectures intuitives que j'ai développées tournaient toujours autour des 7 chakras, qui était finalement pour moi une façon de faire un tour d'horizon chez l'être humain. Donc, ça a toujours été ça qui a été ma façon de faire, qui l'est encore aujourd'hui. Évidemment, il y a plein de façons d'aborder les chakras. On peut parler d'un point de vue énergétique, d'un point de vue des relations professionnelles, des relations amoureuses, des relations amicales, de la famille. On peut aller voir les mémoires d'autres vies, les mémoires familiales, le domaine financier, la spiritualité. Donc, il y a énormément de choses qu'on peut faire avec les chakras, finalement. Et dans le livre que j'écris, Découvrir votre spirale évolutive, il y a effectivement tous ces aspects-là qui sont vus. Donc, le livre est très, très approfondi parce que, justement, on prend le temps de faire une présentation de tous ces aspects-là à partir, donc, de la spirale évolutive, de la spirale évolutive. Et là, maintenant,
je vais vous présenter un petit peu sur quoi repose donc justement ce jeu de cartes et par le fait même la spiritualité, puisqu'évidemment, ce jeu de cartes-là est un reflet de ce qu'on retrouve dans le gros livre, mais évidemment d'une façon ludique et d'une façon plus accessible, parce qu'évidemment, un jeu de cartes n'est pas un truc très théorique, c'est plus quelque chose qui nous ouvre la porte à l'intuition. C'était ça un peu l'objectif de ce projet-là. Et donc, j'ai développé la spiritualité autour des 7 chakras et j'ai présenté l'idée qu'il y avait 7 grandes familles d'âmes. Ces familles d'âmes-là, finalement, on les a tous en dedans de soi. Donc, il ne s'agit pas de dire, ah ben moi, je suis qu'une famille d'âmes, je suis le serviteur, par exemple. Je vais vous les présenter. C'est vraiment l'idée de comprendre que les 7 familles d'âmes, finalement, on les possède tous en état de soi. Donc, je vais vous les présenter sommairement. Donc, la première famille d'âmes, c'est les bâtisseurs. Les bâtisseurs, finalement, sont, je vais me les présenter en image, si vous le voulez bien. Je vous en présente une au hasard. Bon, c'est celle de l'hypoactif ici, pour vous montrer à quoi ressemblent un peu les cartes. C'est la première famille d'âmes qui est reliée donc au bâtisseur. Vous voyez que la carte est rouge, puisqu'elle est associée au chakra rouge. Et il y a donc 7 familles d'âmes qui vont, il y a 8 cartes qui vont représenter le bâtisseur que je vais vous présenter. Ça ne sera pas très long. Donc, les bâtisseurs, finalement, sont les êtres humains qui arrivent sur Terre. On est tous des êtres humains, on arrive sur Terre et on se dit, ben voilà, je suis sur la planète Terre et je suis dans un monde que je ne connais pas. Mais on pourrait toujours dire, oui, je te connaissais, oui, mais d'une façon consciente, on arrive dans un monde qu'on ne connaît pas et on doit apprivoiser ce monde terrestre-là en acceptant justement les règles de la vie. Les règles de la vie, qu'est-ce qu'elles sont? Ben, c'est évidemment qu'on vit dans un monde où il y a des conditions terrestres qui existent. Puis moi, en tant qu'être humain, ben, j'ai beau vouloir les changer, ces conditions-là, je ne pourrais pas les changer. Hein. C'est-à-dire que je dois m'adapter à cette réalité-là. Le bâtisseur, c'est l'individu qui va justement avoir une forme d'intelligence naturelle pour comprendre comment la nature fonctionne, comment la planète Terre fonctionne, les règles et les lois de la planète. Donc, le bâtisseur va instinctivement donc reconnaître les vertus de ce monde matériel-là, puis être capable de les exploiter assez naturellement et assez facilement. Donc, le bâtisseur, c'est donc la première famille d'âmes. Puis évidemment, cette famille d'âmes-là, elle va se déployer. Je vais vous en faire une présentation un petit peu plus étoffée à mesure qu'on va avancer, mais je vais vous les présenter sommairement. La deuxième famille d'âmes, c'est les communicateurs. Oui, c'est ça, les communicateurs, qui sont donc la carte orange. Alors, les communicateurs, c'est donc relié au chakra sacré. Et les communicateurs, finalement, en tant qu'être humain, moi, en tant qu'être humain, j'apprends donc à vivre dans le monde terrestre et à me déployer dans le monde terrestre, c'est le bâtisseur. Puis, dans un deuxième temps, j'apprends à me reconnaître que dans ce monde terrestre-là, il y a moi qui existe. Et cet être humain que je suis, mais pour qu'il apprenne à se découvrir dans le monde humain, ben, lui, il faut justement reconnaître que pour qu'il puisse le faire, ben, il va falloir effectivement qu'il apprenne à se connaître, qu'il apprenne à comprendre comment il fonctionne. Et c'est ça qu'on découvre dans le communicateur, cette famille d'âmes-là. C'est vraiment la communication qui va ressortir, ma capacité à me communiquer avec moi, donc la connaissance de moi-même, qui va me permettre de m'accepter. Et en m'acceptant, je vais développer une authenticité avec moi-même. Si je suis authentique avec moi-même, je peux ensuite être authentique avec les autres. C'est un peu le concept du communicateur, qui est donc la deuxième famille d'âmes. Puis évidemment, ce qu'on découvre dans la spiritualité, c'est qu'évidemment, c'est que le bâtisseur, pour qu'il puisse s'exprimer pleinement dans son monde, dans le monde matériel, mais il faut effectivement être dans une version équilibrée, harmonieuse, mais il y a évidemment des obstacles qui vont se passer dans la vie, qui vont entraîner donc des blessures émotionnelles. Par exemple, dans le bâtisseur, c'est l'abandon. Dans le communicateur, c'est le rejet. Et évidemment, ça va entraîner donc des perturbations énergétiques que je vais vous présenter dans un deuxième temps de façon globale. Alors, ça, c'était donc le communicateur qui est donc lié à la communication et à l'identité. C'est-à-dire que moi, j'apprends à me définir par rapport à qui je suis, je découvre qui je suis, et parce que je découvre qui je suis, mais j'apprends justement à prendre ma place sur la planète Terre. C'est ça que le communicateur va chercher à faire. Vous avez ensuite le guerrier, qui est relié donc au chakra solaire, sa troisième famille d'âmes, qui est donc relié à mon développement de mon chakra solaire. Donc, le chakra solaire, finalement, il va se développer de quelle façon? Ben, c'est qu'en tant qu'être humain, j'apprends à découvrir que j'ai un désir de prendre ma place sur Terre et de déployer mon pouvoir, ma force, ma puissance. Et le guerrier va déployer sa puissance et sa force justement en acceptant d'incarner donc un rayonnement, une certaine lumière de leader, finalement, très souvent.
Et donc, le guerrier va donc pouvoir se déployer ainsi. Puis, évidemment, il se peut que la nature équilibrée du guerrier va se trouver perturbée par une blessure émotionnelle fondamentale qui est souvent associée à l'humiliation. Mais ça, vous allez voir que, à mesure qu'on va avancer, on va approfondir ces notions-là. Ensuite, vous avez la quatrième famille d'armes qui se déploie autour du serviteur, qui est donc relié au chakra du cœur. C'est la couleur verte, comme vous le voyez ici. Donc, le serviteur, lui, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est l'être humain, quelque part, qui apprend donc à reconnaître qu'il s'aime. Donc, d'une part, il s'aime. Et parce qu'il s'aime, il est en mesure d'apporter à l'humanité la plus belle version de lui-même. C'est que dans le chakra, dans la hiérarchie des chakras, le serviteur, c'est celui qui se tient debout. Pourquoi il se tient debout? Mais parce qu'il a appris, lui, à reconnaître ses besoins de sécurité, au relié au chakra racine. Il a appris à reconnaître son identité, au relié au chakra sacré. Et il a appris à reconnaître son désir de prendre sa place, au relié au chakra solaire. Donc, le serviteur va donc être dans une position où il va apprendre à s'aimer, il va se dévouer à lui-même, puis il va être capable de se dévouer aux autres dans la mesure que, justement, il va être gagnant là-dedans. OK? Donc, le serviteur, c'est quelqu'un qui, donc, assume pleinement ce qu'il est. C'est ce qu'on appelle, dans la logique des chakras, l'adulte. L'adulte qui assume pleinement qui il est. Et le chakra du cœur, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir, donc, incarner notre individualité en assumant pleinement qui nous sommes. Et quand on est dans cette position où on est relié à notre chakra du cœur, c'est un peu comme si on terminait notre développement humain, puisqu'évidemment, quand on parle des 3 chakras supérieurs, on ouvre l'attention, la conscience vers l'énergie du ciel. Alors, ça veut donc dire qu'on va commencer à déployer ce qu'on pourrait appeler les vertus associées donc à l'intuition, à l'ouverture spirituelle, etc., etc. Et il y a donc le créateur, qui va être la 5e famille d'âmes, que j'essaie de vous présenter. Oups, un petit peu de difficulté avec le focus. Voilà. Alors, donc, le créateur qui est ici, qui est donc la couleur bleue. Et le créateur, finalement, qu'est-ce qu'il va nous refléter, lui? C'est que je suis en train de m'ouvrir au ciel, donc m'ouvrir à l'univers. Et parce que je m'ouvre à l'univers, je deviens finalement capable de me connecter avec ce que je pourrais appeler la créativité et l'inventivité que ma conscience d'être humain va accéder par justement cette relation que j'ai avec cette énergie du ciel, un peu comme si j'avais des antennes sur la tête et que j'étais capable de capter des pensées nouvelles, des façons différentes de voir la vie, plutôt que de simplement rester dans le monde terrestre et de me contenter de vivre selon les règles de la matière. Les 4 premiers chakras sont vraiment en liaison avec l'apprivoisement de l'être humain dans le monde terrestre, et le chakra de la gorge, chakra frontal et coronal sont davantage reliés justement à cette possibilité de m'ouvrir aux possibilités infinies que l'univers me propose. Donc le créateur va donc finalement être un individu qui va justement se manifester dans sa créativité, et il va y avoir évidemment des perturbations qui vont l'éloigner de ce potentiel créateur-là, qui vont être souvent associées à une blessure émotionnelle qui est donc l'injustice, et ce sont des choses que je vais donc approfondir un tout petit peu par rapport à ça tout à l'heure. Ensuite, vous avez donc le chakra frontal qui est relié au philosophe. Attendez, je suis là-dedans, voilà, OK. Le philosophe qui est donc la couleur violette. Et le philosophe, c'est, dans la logique des chakras, un individu, justement, qui va commencer, lui, à se rendre conscient qu'il y a donc une position de témoin qui se développe en lui. Pourquoi? Parce qu'il est capable de reconnaître qu'il y a une dimension intellectuelle, rationnelle, puis une dimension intuitive. Et il va donc faire un genre d'équilibre de ces deux hémisphères-là. Il va donc favoriser un équilibre de ces deux hémisphères-là pour favoriser la position de témoin. Et la position des témoins fait qu'on est un philosophe. Et un philosophe, qu'est-ce que c'est? Mais c'est un individu qui est capable de regarder la vie et de comprendre ce qui anime la vie dans un contexte de sagesse et d'intelligence. Et plus le philosophe est capable de lire cette sagesse et cette intelligence-là, plus il est capable donc d'éclairer la collectivité humaine, tant d'un point de vue individuel que d'un point de vue collectif, pour éveiller l'être humain à ses plus belles capacités, cette plus belle capacité de s'harmoniser à cet univers-là. Donc, c'est un peu comme si le philosophe, lui, va être capable donc de poser un regard très, très complexe, mais dans un langage très articulé, mais très, très logique, qui va faire que les gens vont être capables de le suivre, puis il va donc avoir un impact souvent important sur la collectivité humaine en tant que philosophe. Et donc, le philosophe peut donc vivre aussi une blessure émotionnelle qui va l'empêcher justement d'exprimer véritablement toutes ses vertus, mais ça, on va y revenir dans un instant d'une façon plus complète à ce sujet-là.
Et la dernière famille d'âmes que je vais vous présenter, voilà, c'est ici, je crois, voilà, c'est le spirituel, qui est donc une couleur comme dorée ici. Et le spirituel, bien évidemment, c'est le septième chakra. Et dans la logique de l'évolution de la conscience humaine, le septième chakra est en relation avec l'être réalisé. Et l'être réalisé, bien évidemment, est en pleine harmonie avec l'univers, puis il a le sentiment quelque part d'avoir accompli sa vie. Donc, il est plus dans un mode de vouloir se prouver quelque chose à lui-même, puisqu'il est vraiment relié au sentiment d'accomplissement. Alors, ce sont des gens souvent qu'on va avoir envie d'être avec eux parce que justement, ils déploient une certaine paix et une certaine énergie harmonieuse qui fait que les gens vont avoir envie d'être près d'eux souvent. Alors, vous voyez que c'est ça un peu les 7 familles d'âmes qu'on va retrouver dans le jeu de cartes de la spirale évolutive. Et ces 7 familles d'âmes-là, bien évidemment, elles vont nous permettre de comprendre justement que chaque être humain que nous sommes peuvent avoir plusieurs familles d'âmes qui sont actives puisqu'ils sont reliés au chakra. Hein, par exemple, moi, je peux être très chakra Vatsar, par exemple, je peux avoir une activité très importante dans mon chakra Vatsar, puis une activité très importante dans mon chakra de la gorge. Et les autres chakras être moins importants. Donc, vous voyez, quand on parle de cette famille d'âmes, bien évidemment, chacune des familles d'âmes peuvent donc avoir un rôle à jouer dans notre développement humain. Et c'est ce qui crée la complexité humaine, justement, puisqu'il y a des êtres humains qui vont se retrouver avec plusieurs familles d'âmes, qui vont interagir les unes avec les autres. Et c'est ça qui va permettre justement d'arriver à comprendre la subtilité de l'être humain. Et c'est ça que le jeu de cartes tente de vous proposer. Donc ça, c'était pour les 7 familles d'âmes. Mais il faut savoir que il y a 56 cartes dans le jeu, et sur quoi repose l'idée du jeu, c'est que cette famille d'âmes, vous avez 8 conditions énergétiques. C'est-à-dire que moi, à travers ma pratique intuitive, j'ai observé les champs énergétiques des gens pendant plusieurs années, et j'ai pu constater qu'il y avait donc des conditions particulières qu'on retrouvait dans les chakras, et le jeu de cartes les reflète, c'est-à-dire que pour chacune des familles d'âmes, vous allez retrouver donc 8 conditions, c'est-à-dire l'équilibre. L'équilibre, c'est quand le champ énergétique est bien harmonieux autour de moi. Le désalignement, qui est relié souvent à un choc émotionnel, hein, qui est un choc émotionnel, par exemple un accident de voiture ou encore des situations violentes comme un viol ou des situations de survie comme dans une guerre. On va vivre des chocs émotionnels qui vont faire que le système immunitaire va paralyser et ça va créer donc un genre de déphasage du corps humain à ce moment-là. Donc ça va être le désalignement, qui est une deuxième condition. Vous allez retrouver ensuite l'hyperactivité. L'hyperactivité, c'est quand mon champ énergétique vibre trop rapidement. Et quand on est comme ça, mais évidemment, ça va faire quoi? Ça va faire qu'on est un être humain qui met beaucoup l'emphase vers l'extérieur. C'est-à-dire que moi, en tant qu'être humain, je cherche à me réaliser dans le monde terrestre. C'est comme ça que moi, je compte vivre. Alors, vous comprendrez que le bâtisseur hyperactif va se manifester d'une certaine façon, comme le communicateur hyperactif va se communiquer de façon différente. C'est selon les constituantes qui animent la famille d'âmes que l'hyperactivité va se déployer d'une façon avec une couleur particulière. Et c'est ça finalement qu'on essaie de vous présenter à travers justement donc le livre de découverte spirituelle évolutive ou encore à travers le jeu de cartes. Et puis l'hyperactivité, évidemment, quand on est à cet état d'hyperactivité où on se déploie très facilement dans le monde extérieur, mais évidemment, c'est une façon de gaspiller notre énergie souvent. L'hyperactivité, c'est pas une position de calme ou de tranquillité. C'est quelqu'un, finalement, qui déploie trop d'énergie inutilement. Donc, si on déploie l'énergie trop inutilement, trop longtemps, ben, on va tomber dans une forme de surcharge, l'hyperactivité surchargée, qui va indiquer justement que je déploie d'énergie, mais qu'à un moment donné, je ne suis plus capable, justement, de gérer à quelque part cette hyperactivité-là parce que je deviens asséché intérieurement, comme si mes ressources devenaient j'étais de plus en plus fatigué et qu'il y a une forme d'assèchement qui se manifestait dans mon corps parce que l'hyperactivité crée de la chaleur. Cette chaleur va donc assécher les tissus et ça va finalement entraîner donc une forme de surcharge qui va bien indiquer que je commence, moi, quelque part, à être de moins en moins apte à fonctionner au rythme que je souhaitais. Et puis ensuite, vous avez l'hyperactivité épuisée qui il va nous amener donc un indice qu'il y a un effondrement, c'est-à-dire que l'individu n'est plus en mesure de continuer à suivre le même rythme qu'il suivait au départ. L'hyperactivité, on suit un certain rythme, on se donne à un certain rythme, puis à un moment donné, avec la vie, ben, si on fonctionne dans une dynamique où on se dépense trop, ben, à un moment donné, on n'est plus capable, puis on tombe. Donc, l'hyperactivité épuisée, c'est ça que ça représente. Dans le cas de l'hypoactivité, c'est un peu l'inverse. C'est un peu comme une personne qui, justement, va garder à l'intérieur d'elle-même son énergie, dans le sens qu'elle ne va pas la dépenser facilement. Elle va toujours mesurer chacun des pas qu'elle fait en se demandant, effectivement, si les pas qu'elle fait
sont des pas qui vont lui rapporter quelque chose. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de calculateur dans l'hypoactif, puisqu'il, lui, ne veut pas dépenser son énergie inutilement, puisqu'il économise et il contrôle cette énergie-là. Donc, l'hypoactif va être vraiment une personne qui va être beaucoup plus dans l'intériorisation et beaucoup plus dans la gestion de gaspiller son énergie, mais vraiment le moins possible. C'est comme ça cette personne va fonctionner. Alors, dans le cas de l'hypoactivité, évidemment, quand on reste dans cet état de congestion, de contrôle à l'intérieur de soi, bien évidemment, l'énergie, elle stagne à l'intérieur de soi de plus en plus et elle va entraîner la surcharge. La surcharge, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est évidemment quand il y a un encrassement dans le corps humain qui se fait d'un point de vue énergétique, mais c'est un encrassement également psycho-émotionnel, c'est-à-dire que je développe donc une congestion, une retenue en moi, donc je garde tout en moi, mes pensées, les émotions, etc. Vous voyez, c'est un peu comme ça, il y a un encrassement émotionnel qui va se faire aussi dans le cas de l'hypoactivité surchargée. Et ensuite, on tombe dans l'épuisement dans lequel la personne n'est plus apte tout simplement à continuer à fonctionner comme elle le faisait auparavant, comme si elle quelque part s'effondrait parce que justement, dans le cas de l'hypoactivité n'est plus supportable, n'est plus acceptable pour cette personne-là. Donc, évidemment, l'idée quand on tombe dans l'épuisement, c'est pas nécessairement qu'on est dans une situation de maladie, mais dans une situation où quelque part où on a un signe que notre corps nous demande de nous réajuster à la vie et de nous permettre de retrouver une position plus équilibrée avec nous-mêmes. Mais souvent, quand on est dans une hypoactivité extrême, ben, quelque part, on va tendre vers l'hyperactivité. Vous voyez, c'est un peu comme ça qu'on pourrait le voir. Est-ce que les questions par rapport à tout ce que je viens de vous dire jusqu'à maintenant, n'hésitez pas à me le faire savoir sur le chat ou encore par vidéo. Je connais Bhatia, qui n'est que Bhatia. Comment l'aider à explorer les autres identités? Bien évidemment, c'est sûr que là, on aborde évidemment un sujet qui mérite en soi quelque part, ça peut être un thème en fin de compte qui pourrait être assez long à élaborer, mais disons que si on reconnaît un être humain qui est bâtisseur, c'est pas possible qu'il ne soit que bâtisseur. Et par contre, de développer ce focus-là, ce que tu vois de lui, c'est qu'il est un bâtisseur à 100% ou à un fort pourcentage, comme tu sembles le dire, mais en même temps, c'est bien évident qu'il y a d'autres facettes de lui qui ne sont pas visibles, qui correspondent à d'autres expressions des familles d'âme. Il faut savoir que quand je vous dis qu'on peut avoir plusieurs dominances au niveau des chakras, par exemple, une personne qui apparaît devant nous comme étant un bâtisseur, ben, quelque part, on va voir en lui le bâtisseur, mais il est possible qu'il y ait d'autres familles d'âme qui sont très faibles en lui, qui sont perturbées et qui vont trouver des voies d'expression qui sont pas aussi visibles que chez le bâtisseur. Et là, c'est là que ça devient intéressant de faire une analyse plus poussée de chacune des familles d'âme pour comprendre, puis de voir cette personne-là pour arriver à comprendre mieux ça. Alors, évidemment, à travers la démarche intuitive, on arrive assez facilement à déterminer ça, mais je dirais que, puis aussi, ce que je dirais aussi, c'est que la personne comment l'aider à explorer les autres identités, ben, il faudrait d'abord, avant tout, déterminer si cette personne-là a envie d'explorer les autres identités. Ça, c'est une chose qui est importante aussi. La sensation de froid est-elle reliée à l'hypo? Ben oui, bien sûr que l'hypo, c'est le froid. L'hypo, c'est le froid. L'hyper, c'est le chaud. L'hypo, c'est également la congestion. L'hyperactivité, c'est l'inflammation, pour donner des exemples. Mais évidemment, ces états-là, évidemment, ne sont pas strictement reliés à l'aspect énergétique, hein, puisqu'on va voir que avec les cartes, il y a tout un aspect psycho-émotionnel qui va être visible. Donc, vous voyez que les 7 grandes familles d'âmes sont donc associées à 8 conditions énergétiques, ce qui veut nous dire qu'on a 56 cartes que vous voyez ici. Les 56 cartes sont donc le reflet des 7 chakras, des 7 familles d'âmes et des 8 conditions énergétiques. Donc, pour chaque famille d'âme, vous avez 8 cartes. Et chacune de ces 8 cartes-là va refléter les conditions énergétiques que je vous ai présentées précédemment. Et c'est ce qui va faire, évidemment, qu'on retrouve également aussi cette même logique-là dans le livre « Découvrir votre spirale évolutive », qui, lui, va aller beaucoup plus en détail, comme je l'ai dit tantôt, puisqu'il va nous présenter chacune de ces 56 états de conscience dans divers aspects de la vie de la personne. Tant au niveau de l'enfance, que les relations amoureuses, que les relations professionnelles, que la spiritualité, que la santé, que le domaine financier, que les mémoires d'autres vies, etc. Donc, dans Découvrir votre spirale évolutive, vous allez aller en détail dans toute la logique de ça. Et dans le jeu de cartes, ben, vous allez finalement apprendre à jouer avec le jeu de cartes pour apprendre à développer votre intuition en tenant compte justement de la grille de lecture qui sont justement ces 56 états de conscience. Et vous avez évidemment donc un petit livre qui vous permet de découvrir justement
chacune des cartes, vous voyez, comme si vous présente ici comment chacune des interprétations des cartes est présentée dans le livre. Alors, c'est comme ça que vous allez pouvoir arriver, donc, sans passer par la voie, comment dire, vous n'avez pas besoin de connaître la grille de la spiritualité en détail, puisque les livres vous donnent les éléments essentiels d'interprétation pour vous permettre de déployer le jeu de cartes. Alors maintenant, comment va-t-on, peut-être une dernière chose avant de vous parler des tirages des cartes. Vous voyez que les cartes ici ont 3 dessins. Je ne sais pas si vous les voyez. Alors, vous avez un dessin dans le bas, un dessin dans le milieu, puis un dessin dans le centre. Vous voyez ici les petits dessins. Et ces 3 dessins-là, finalement, reflètent d'autres informations qu'on trouve sur la carte qui sont intéressantes. C'est la cause, la conséquence, la solution. C'est-à-dire que pour chacune des petits dessins, vous avez une source d'information qui vous est donnée, qui vous permet d'interpréter la carte, justement, d'une façon plus élaborée. Et c'est là que le petit livre va vous être utile, puisque dans le livre, bien évidemment, pour chacune des 56 cartes, vous avez une information sur le dessin, la bulle du bas, la bulle du centre et la bulle du haut de chacune des cartes, et c'est ce qui concerne la cause, la conséquence et la solution. Donc, ça vous permet d'arriver, donc, à utiliser le jeu de cartes sans avoir vraiment une connaissance de la spirale évolutive, très sommairement, avec le livre qui vous donne vraiment très facilement comment interpréter chacune des cartes. Bien sûr que si vous voulez aller plus loin, il y aura donc une petite formation qui va vous être donnée en ligne gratuitement sur le jeu de cartes, qui va vous permettre donc de vous familiariser avec le jeu. Puis vous avez également aussi une formation, ça ne sera pas éternel, cette chose-là, mais vous avez actuellement une promotion sur une formation de base sur la spirale évolutive. Donc, vous allez reprendre à ce moment-là cette formation-là. Tous les éléments que vous retrouvez dans ce livre-là sont vus en détail. Donc, vous avez une formation qui vous permet de pouvoir vraiment comprendre ce qu'est la spirale évolutive, qui va donc enrichir votre capacité à interpréter le jeu de cartes à ce moment-là. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas toujours à me le faire savoir. Je crois qu'il n'y en a pas présentement, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Ensuite, vous avez les tirages. Le tirage du jeu de cartes, évidemment, va nous permettre de pouvoir faire des lectures. Donc, le premier tirage qui est le plus simple, c'est qu'on va simplement prendre le jeu de cartes comme ceci, et on va simplement prendre une carte au hasard. Tout simplement, avec une question, on a peut-être un thème qu'on va se poser, et on va simplement prendre une carte au hasard qui va nous donner donc une information sur le thème qu'on s'est posé comme question. Par exemple, je ne sais pas moi, est-ce que je devrais changer de travail? Ben, je peux prendre une carte et je vais donc avoir une information qui va m'être donnée sur le sujet. Et évidemment, si j'ai pris une carte et que c'est pas assez précis, ben, je peux en prendre une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, bon, à l'infini. On peut donc chercher à préciser, donc, évidemment, la question qu'on a posée avec cette fameuse carte-là. L'autre façon d'utiliser le jeu, c'est de choisir 3 cartes. Alors, pourquoi 3 cartes? Mais évidemment, c'est que ça rejoint évidemment le concept de la cause, conséquence, solution, dont je vous ai parlé déjà précédemment, c'est-à-dire que chaque carte a donc un petit dessin ici qui est la cause, un petit dessin qui est là, qui est la conséquence, puis un autre petit dessin qui est là, qui est la solution. Alors, vous voyez que chacun de ces dessins-là vont vous donner donc de l'information, et quand on utilise le jeu de séquence de 3 cartes, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va simplement, donc, lorsqu'on choisit la première carte qui concerne la conséquence, ben, on va focuser sur le dessin de la conséquence qui est le bas ici. Donc, on va vraiment prendre le livre d'interprétation et on va lire le texte où on va interpréter la carte en tenant compte plus spécifiquement de ce petit dessin-là, qui indique donc la conséquence. Ensuite, bien évidemment, la deuxième carte que vous allez choisir, ben, vous allez choisir une deuxième carte, et la deuxième carte, vous allez donc focuser sur la conséquence qui est le deuxième dessin qui est ici. Et la troisième carte que vous allez choisir, bien évidemment, vous allez choisir une troisième carte, et à ce moment-là, c'est ce troisième petit dessin-là qui va être l'élément clé. Alors, vous voyez que c'est une autre façon de faire des tirages. Puis encore une fois, quand on prend chacune de ces 3 cartes-là et qu'on constate qu'on aimerait approfondir, on peut prendre une 4e carte, une 5e carte, une 6e carte, selon ce que nous, on sent comme étant le plus approprié pour augmenter notre interprétation. Mais vous voyez que ce jeu-là, donc, est un peu plus élaboré, sans être très long. C'est quelque chose qui peut être intéressant à faire pour
simplement revenir sur des thèmes, sur tous les thèmes qu'on peut imaginer et d'avoir des questions qui vont nous permettre de préciser des choses. Ça peut être une belle façon de procéder. Puis ensuite, vous avez le tirage des 7 cartes, qui est donc le tirage des chakras, en fin de compte. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on reconnaît que chacun des chakras sont le chakra racine, chakra sacré, chakra solaire, ainsi de suite. Et quand on prend des cartes, on va prendre une première carte, et cette première carte-là va correspondre au chakra racine. Donc, je ne sais pas, cette carte-là n'est pas associée nécessairement au chakra racine. Par exemple, j'ai pas au hasard le serviteur. Donc, le serviteur, c'est relié au chakra du cœur. Donc, je vais faire un mix entre le chakra racine, qui est mon premier chakra, et je vais donc dire, tiens, il y a le serviteur des animés qui est relié au chakra racine. Alors, comment on va interpréter ça? C'est qu'on va reconnaître justement que dans mon chakra racine, il y a une énergie qui est associée au serviteur des animés. On va donc utiliser aussi, ce que j'ai peut-être pas dit, il y a des mots-clés pour chacune des cartes, comme le serviteur des animés, c'est l'idéaliste. Alors, l'idéaliste, c'est donc quelqu'un, quelque part, qui a donc des pensées, des belles pensées à quelque part, qui voudrait que les choses se réalisent comme il le souhaiterait, mais ça ne va pas nécessairement se réaliser comme il le souhaite. Et donc, évidemment, si on reconnaît cette énergie-là dans notre chakra racine, on comprend que c'est quelqu'un qui est peut-être pas, on n'est peut-être pas tout à fait les deux pieds sur terre. Et on a justement une volonté d'être un bâtisseur, mais un bâtisseur justement qui est influencé par l'énergie de dévouement, mais dans lequel on va se perdre souvent dans des beaux objectifs, dans des beaux projets qui ne tiennent pas la route, par exemple. Alors, ça nous permet donc d'aller chercher une interprétation assez intéressante, puisque le chakra racine donc, va être coloré par la carte que vous avez choisie, comme ici, c'est le chakra du cœur, et d'autres chakras, même chose, comme le chakra sacré. Bon, ben, si vous prenez une deuxième carte, bon, je tombe sur une autre carte du serviteur, mais vous voyez qu'on pourrait concevoir que le communicateur, qui est le deuxième chakra, chakra sacré, et va être coloré par la carte du serviteur équilibré. Donc, on peut comprendre ici que la personne, ben, elle aurait des qualités de communication qui seraient très favorables. Elle pourrait donc apprendre vraiment justement à s'épanouir d'un point de vue humain plus facilement que la moyenne des gens, par exemple. Ça peut être quelque chose comme ça qu'on pourrait arriver à concevoir. Donc, vous voyez que à travers le jeu, ben, on peut donc faire une lecture intuitive des chakras en mariant donc le chakra en question et la carte que vous allez choisir. Donc, vous avez 7 cartes que vous allez choisir et vous allez les mettre donc dans chacun des chakras et interpréter ensuite donc la dynamique énergétique qui existe entre le chakra et la carte que vous allez choisir. Ensuite, il y a 3 autres tirages qui existent qui, eux, vont nous coupler avec l'autre. L'autre, ça peut être quoi? Ça peut être moi et mon compagnon ou ma compagne, ça peut être ça. Ça peut être moi et une personne de ma famille, ça peut être moi et mon patron, ça peut être moi et mon travail, ça peut être moi et ma maison, ça peut être moi. Vous voyez, c'est un peu comme une possibilité de regarder de quelle façon que l'énergie circule entre moi et quelqu'un d'autre. Donc, il y a un tirage de 2 cartes. Encore une fois, ça veut donc dire, je prends une carte qui va me représenter moi et une carte qui va représenter justement mon compagnon, ma compagne. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais reconnaître la dynamique qui existe entre les 2 cartes. C'est-à-dire que les 2 cartes vont donc avoir une certaine énergie et je vais chercher à déterminer de quelle façon que le mariage de ces 2 énergies-là peuvent se faire. Donc, c'est comme ça qu'on va arriver à pouvoir donc se donner une information justement sur quelle est la dynamique relationnelle que je vis avec une personne. Alors, évidemment, si on prend une carte pour chaque individu, on sait qu'on peut ajouter d'autres cartes pour complémentariser ça, pour aller chercher des informations plus détaillées. Donc, si on sent le besoin, on peut prendre plus une carte. Si on sent le besoin, on prend une autre carte, ainsi de suite, comme dans le cas du tirage à une carte. Hein. C'est un peu le même concept qu'on va faire, mais dans ce cas-ci, on va donc évaluer l'interaction qui existe entre moi et une autre personne, ou comme je disais tantôt, ça peut être une maison, ça peut être un travail, ça peut être un peu plus global, un pays. Hein. Par exemple, on peut évaluer plein de choses comme ça pour arriver à cerner davantage des besoins, des questionnements qu'on peut avoir sur notre vie. Donc ça, c'est un autre tirage. L'autre tirage, c'est le tirage à 3 cartes. Encore la même chose. C'est un tirage qui devient à 6 cartes où on va simplement évaluer la cause, la conséquence, la solution. Donc là, ça devient intéressant parce que ça nous permet d'approfondir la dynamique relationnelle qu'on a avec quelqu'un, puisqu'on va partir donc de la cause. La cause
de la dynamique relationnelle qui existe, la conséquence de la dynamique relationnelle qui existe et la solution qui va donc nous donner des informations. Puis encore là, on peut ajouter des cartes selon le besoin qu'on veut approfondir ce type de tirage-là. Et le dernier tirage, évidemment, c'est le tirage des 7 cartes fois 2, ça fait 14. Ça veut dire que je vais reconnaître que j'ai, par exemple, si je veux faire ça avec mon compagnon, ma compagne, ben, je vais reconnaître que chacun de nous avons un chakra racine et je vais donc prendre une carte qui va représenter, que je vais mettre dans, qui va interagir avec mon chakra racine. Par exemple, je pourrais prendre la carte du spirituel désaligné, qui lui serait en interaction avec mon chakra racine, et la personne, l'autre personne, ben, je pourrais, par exemple, trouver le bâtiment équilibré. Vous voyez? Donc, c'est donc, à ce moment-là, on voit encore une question ici de chimie entre deux personnes, et ces cartes-là vont refléter finalement comment chacun d'eux vivre leur relation avec leur chakra racine. Donc, on voit ici que une des deux personnes a un bâtisseur équilibré. Donc, le bâtisseur, c'est relié au chakra racine. C'est équilibré en plus. C'est le constructeur. Donc, on peut facilement envisager que cette personne-là est quelqu'un qui est à l'aise dans l'idée d'un couple et dans l'idée de construire un couple et de se mettre dans une position, justement, de vouloir bâtir quelque chose. Alors que la personne qui se retrouve de l'autre côté, c'est le spirituel désaligné. Mais si c'était moi, ça serait le spirituel désaligné. Et l'autre personne représenterait le bâtisseur équilibré. Donc, cette personne-là serait à l'aise d'être dans un couple, mais moi, quelque part, bien évidemment, dans le contexte où je suis un spirituel désaligné, ben, j'aurais une certaine volonté de croire que je suis quelqu'un qui peut avoir envie de développer une relation fantastique et merveilleuse, mais qui a peut-être justement pas les deux pieds assez sur terre pour être capable de l'assumer. Donc, vous voyez, ce serait des choses comme ça qu'on pourrait donc regarder de cette façon-là, et ça nous permettrait donc de comprendre en détail la dynamique qui existe entre moi et une autre personne, parce qu'on aurait les 7 chakras et 7 cartes qu'on irait chercher qui nous permettraient de comprendre la dynamique qui existe entre moi et la personne avec laquelle je souhaite faire une lecture. Donc voilà, ça c'est un peu donc l'idée du tirage du jeu de cartes. Est-ce que vous avez des questions concernant ça? N'hésitez pas donc à me le faire savoir. Je ne crois pas, j'en vois pas tout de suite. En tous les cas, si vous avez des questions, vous me faites savoir. Puis, j'aimerais peut-être simplement, avant d'aller vers l'aspect pratique des choses, hein, parce qu'on va faire une petite présentation pratique, quand même, une démonstration, en fin de compte, du jeu. En fin de compte, ce jeu de cartes-là, quelque part, ce que j'avais envie aussi d'aborder là-dessus, c'est que ce jeu de cartes-là est donc un jeu de cartes pour développer l'intuition. Et de quelle façon qu'on va développer l'intuition? C'est en utilisant justement une compréhension de la grille de lecture qui est la spirale évolutive. Moi, quand j'ai commencé la pratique intuitive, une des choses que j'ai observées, c'est que si on veut devenir intuitif, on peut très bien devenir intuitif avec un certain minimum de connaissances. Mais si j'ai une grille de lecture, une structure, un fonctionnement, une compréhension globale de l'être humain, comme la grille de la spirale évolutive, on arrive justement à développer une aisance dans le langage intuitif parce qu'on arrive justement à comprendre comment il fonctionne beaucoup plus efficacement. Et c'est ça un peu que moi, je vous encourage à faire. Puis c'est pour cette raison-là que j'ai pris le temps de faire le livre Découvrir votre spirale évolutive, parce que pour moi, c'était une façon d'articuler le langage intuitif et de permettre justement à celui qui va se lancer avec le jeu de cartes, ben, de pouvoir justement l'enrichir à travers ça. Il va y avoir également un autre livre qui va s'ajouter à ça, qui s'appelle la spirale évolutive en pratique, qui va être un cahier dans lequel il va y avoir évidemment une série de tableaux, une série de grilles d'évaluation et de soins dans lesquels vous allez retrouver tous les éléments, les principaux éléments qu'on voit dans ce livre, dans le livre Découvrir votre spirale évolutive, et qu'on va pouvoir combiner avec le jeu de cartes également, qui va faire qu'on va pouvoir utiliser le jeu de cartes, et en plus de ça, on va pouvoir jouer avec des tableaux qui vont nous permettre d'enrichir la pratique. C'est quelque chose qui va venir pour la rentrée en 2025. C'est quelque chose qui va se faire assez rapidement puisqu'on est pas mal avancé dans ce projet-là. Donc, vous voyez que c'est une série de jeux qui nous permettent donc d'enrichir la pratique, permettent donc de favoriser la compréhension de la spirale évolutive. Je vais aller voir les questions qui m'ont été posées. Alors, pour acheter le jeu de cartes, comment procéder au règlement? Alors, c'est une question bien, bien concrète sur ma bâtiment qui parle. Non, je blague. Alors, moi, j'avais proposé que le prix soit de 35 € pour le jeu de cartes et le livret,
d'explication et dans lequel je vous offrais la formation de base sur la spirale évolutive, qui est une formation qui est quand même de plusieurs heures et qui a une belle valeur, mais que là, je vous offre gratuitement. Et vous avez également une petite formation sur le jeu de cartes qui est gratuite, qui vient avec ça. Et vous avez accès également à une communauté dans laquelle vous allez avoir des webinaires d'intégration. Vous allez en avoir au moins 3 gratuitement, mais vous pourriez en avoir beaucoup plus si vous restez actif dans la communauté. Il suffit simplement d'être tenu au courant, puis vous pourriez avoir accès à davantage de ces enseignements-là. Et donc, le jeu de cartes, c'est 35 € le petit livret avec le jeu de cartes. Je suis obligé de, malheureusement, vous demander 5 € supplémentaires pour vous l'envoyer, parce que les frais sont plus élevés que j'avais envisagé. Ce qui vous dit, vous avez pour 40 € donc le jeu de cartes, le livret, et vous avez en plus de ça, bien évidemment, l'opportunité d'avoir accès gratuitement à toutes les formations que je vous ai données, que je vous ai précisées. Donc, tout ça, finalement, se fait comment pour le paiement? Bien, se fait simplement m'avisant que vous êtes intéressé. Je vous envoie donc un mail. Je vous envoie un mail avec les informations pour faire le paiement. Vous me le faites et à ce moment-là, je vous l'envoie donc par la voie du courrier. Donc, moi, ça va partir demain, une partie des colis. Et il va y avoir donc une autre série de colis qui vont partir au mois de décembre, probablement pour la France, hein, plus spécifiquement. Pour la Suisse, je vais être là pendant un certain temps, donc les gens qui sont intéressés pour la Suisse pourront l'acheter. Pour la Belgique, même chose, ça serait soit demain ou bien en début décembre que je vais pouvoir m'occuper de faire les envois. Pour le Québec, ça va venir seulement à mon retour. Donc, ça sera peut-être plus en janvier pour être bien sûr que je vais pouvoir le proposer, peut-être avant, mais j'aime mieux vous dire ça comme ça, puisque le jeu de cartes est tout chaud, hein, est encore brûlant, pourrait-on dire. Donc, c'est très, très récent. Donc, je vois les autres questions maintenant. Est-ce qu'il y a un lien entre la spirale évolutive et l'astrologie? C'est une question qui me plaît bien parce que c'est à l'origine de mon projet de jeu de cartes. Il y avait effectivement cette volonté que j'avais de faire des liens avec l'astrologie d'une façon assez importante. Il y a un projet qui s'appelle les biorhythmes, découvrir votre biorhythme grâce à la spirale évolutive, qui va sortir bientôt aussi, dans lequel vous allez vraiment avoir l'opportunité de traiter la spirale évolutive pour faire comme des thèmes astrologiques, mais basés sur l'astronumérologie et basés sur la spirale évolutive. Donc oui, effectivement, il y a des thèmes, des relations assez étroites avec l'astrologie, que je peux vous présenter sommairement en vous disant simplement que les chakras, pour moi, ont des correspondances avec l'astrologie, dans le sens que chakra racine est pour moi relié au signe de terre, le chakra sacré au signe d'eau, le chakra solaire au signe de feu et le chakra du cœur au signe d'air, et que finalement, lorsqu'on maîtrise bien les 4 premiers chakras, ben, les constituantes énergétiques qui animent nos chakras vont se répercuter ensuite dans les chakras supérieurs. Donc, pour moi, il y a vraiment une relation dans l'astrologie. Je vais plutôt l'étoffer au moment où je vais vous parler des biorhythmes, puisque là, il n'y en a pas trop question dans le jeu de cartes, ni dans les ouvrages que j'ai écrits sur la spirale évolutive, mais ça viendra avec le biorhythme. Claire me demande, pas de question car besoin de temps pour intégrer tout ce que tu me dis, mais si tu nous fais des tirages, ça nous permettra de comprendre mieux peut-être auquel cas je peux bien tester. Sinon, j'ai raté le démarrage, je comprends que c'est parce que la spirale évolutive. Ouais, c'est sûr que si on arrive en retard, c'est plus difficile, mais l'objectif, de toute façon, je vais faire des démonstrations, mais peut-être pas plusieurs, mais je vais en faire une au moins. Isabelle qui me dit c'est un outil complémentaire pour mieux se comprendre, et mieux comprendre les autres. Comme je disais tantôt, la spirale évolutive, c'est le langage intuitif qui permet d'accéder à ça, mais le jeu de cartes en lui-même, ben, c'est un outil ludique dans lequel on développe notre intuition. Donc, c'est quelque chose qui peut vraiment être vécu comme un amusement, pourrait-on dire, comme un jeu de loisir, de plaisir, mais ça peut être effectivement quelque chose qui peut nous amener vers le tarot divinatoire. Il y a plusieurs applications selon le prisme, la couleur, l'orientation qu'on peut prendre. Il y a énormément de possibilités avec le jeu de cartes. Ça peut être une barre de psychologie si on assimile bien toutes les données. Oui, mais surtout dans Découvrir votre spirale évolutive, c'est carrément une grille de lecture très, très élaborée, très, très étoffée. Moi, je pense que c'est quelque chose qui a vraiment certainement une base pour se rapprocher de la psychologie. Moi, finalement, je me suis rendu compte après avoir écrit le livre Découvrir votre spirale évolutive, que moi, j'avais adoré Alisa Bailey qui avait écrit plusieurs livres qui s'appelaient La psychologie des 7 rayons. Et puis, je me suis rendu compte finalement que Découvrir la spirale évolutive, c'était humblement ma volonté humble de vouloir
transmettre un regard que j'avais beaucoup apprécié à cette époque-là avec Alice Bailey, mais qui était des livres obscurs, un peu ésotériques, un peu difficiles à comprendre parce qu'ils étaient pas toujours très clairs. Et j'ai comme tenté à quelque part, sans m'en rendre compte, de proposer une grille de lecture beaucoup plus accessible par le livre Découverte spirituelle évolutive, entre autres. Ensuite, qu'entends-tu en astrologie, en astronumérologie? Ben, l'astronumérologie, c'est simplement qu'il y a des numérologues ou des astrologues, ou les deux, qui ont cherché justement à faire des liens entre l'aspect astrologique, l'astrologique, bon, par exemple, les planètes et les signes, et de faire des correspondances avec la numérologie et d'arriver à faire des thèmes, des quantifiers en tenant compte de ces données-là. Alors, c'est ça un peu que je te dirais concernant ça. Et puis, donc, je dis, il y aura donc un projet qui devrait se faire à un moment donné, puisque j'ai déjà pas mal avancé, qui devrait te donner d'une façon encore plus importante cet aspect-là. Oui, je connais Fermi sur le sujet. Ça, c'est un astrologue, un astronumérologue, Fermi, peut-être, je sais pas. Mais donc, oui, alors, il y a plusieurs façons de le faire. Moi, évidemment, ce que j'ai cherché à faire dans ce livre sur les biorhythmes, c'est, moi, j'ai fait de l'astrologie pendant plusieurs années, donc ça va être d'abord avant tout basé sur la grille de la spiritualité et de l'astrologie. Et dans la numérologie va venir justement permettre d'éviter de tomber dans la dynamique plus technique de l'astrologie. C'est ça un peu qui va être présenté, mais comme je dis, ça devrait sortir dans le courant de l'année 2025, ce projet-là, qui sera donc intéressant. Oui, ben sans doute, je ne sais pas si on va toucher vraiment à la géométrie sacrée, mais c'est peut-être effectivement quelque chose qui va être intéressant pour les gens qui le veulent. Donc, la dernière chose que j'avais peut-être envie de dire avant de commencer avec les jeux de cartes, c'est qu'évidemment, le jeu de cartes, la spirale évolutive, c'est évidemment donc une grille de lecture, mais une grille de lecture dans laquelle on apprend à faire des soins. Alors, les soins, évidemment, c'est la pratique de la pleine conscience intuitive, dans lequel, évidemment, il y a donc des bases d'enseignement, quelque part, pratiques, dans lesquelles on apprend à travailler sur les chakras, par exemple. Donc, tout le volet sur les chakras, c'est un enseignement, évidemment, qui et l'enseignement pratique pour faire des soins, pour apprendre justement à comprendre davantage de quelle façon qu'on peut aider quelqu'un avec l'outil, les jeux de cartes, évidemment, on peut aider quelqu'un parce qu'on peut l'aider à comprendre davantage ce qu'il est, etc. Mais par les soins et par la lecture intuitive, par la déprogrammation et les soins des chakras, on peut arriver donc évidemment à favoriser donc un mieux-être chez une personne. Et ça, évidemment, c'est un volet quelque part d'enseignement qui est proposé à l'intérieur de l'enseignement de 2 jours dans lequel le jeu de cartes à ce moment est intégré. Puis il y a donc un enseignement en Suisse qui aura lieu à ce sujet-là vers donc la fin novembre, début décembre. Il y aura donc un week-end qui aura lieu et qui sera la première fois que l'enseignement va être donné, dans lequel il y aura vraiment donc un enseignement sur les chakras, dans lequel on apprend à développer la lecture intuitive, des programmations et soins autour des chakras, et dans lequel le jeu de cartes sera utilisé pour apprendre justement à combiner donc la pleine conscience intuitive avec l'outil qui est le jeu de cartes. Voilà. Donc, si vous voulez bien, je vais faire peut-être une petite démonstration avec une carte. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se prêter au jeu? Puis, on fait une démonstration. Je vais y aller avec une carte. On va y aller très simplement. Donc, c'est Isabelle qui se présente à moi là-dessus. Donc, est-ce que tu as un thème particulier, Isabelle, que tu veux regarder? J'y vais selon ce qui est là. Non. Non? OK. Donc, il y a Claire qui me disait déjà les dates de la Suisse. Je ne les ai pas trouvées sur le site. Bien, effectivement, elles sont actuellement en cours. On est un petit peu, parce qu'il y a eu des changements, parce que j'étais censé aller au Maroc plus rapidement, donc je vais y aller un peu plus tardivement. Donc, j'ai décidé de me donner un peu plus de chance parce que je fais un salon en Suisse. Et le week-end aura lieu donc fin novembre, début décembre. Alors, si tu as d'informations, Claire, tu as juste à me communiquer avec moi, mais ce sera fin novembre, début décembre. Ça va être annoncé. Si vous êtes sur le newsletter, vous allez recevoir les dates officielles de ça très bientôt. Voilà. Donc, Isabelle, tu m'as dit non, c'est bien ça. Donc, la carte que j'ai captée, je ne sais pas si tu vas la voir. Ouais. Alors non, je la vois pas, mais oui, c'était bien non. OK. Donc, en fait, c'est une carte du bâtisseur. Le bâtisseur, évidemment, c'est relié, on l'a dit tantôt, c'est relié au chakra racine et c'est relié, d'une part, les besoins qui sont
associés à la vie, à la survie sur Terre. Hein. Les besoins, ben, c'est l'alimentation, c'est les vêtements, c'est une habitation sur avoir un toit, etc. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui est important donc de reconnaître dans le bâtisseur. Et le bâtisseur, bien évidemment, c'est celui aussi qui est capable donc de se réaliser dans le monde de la matière parce qu'il a compris comment la matière fonctionnait et donc assez à l'aise à se réaliser dans ce monde-là parce qu'il a compris qu'il y avait comment faire pour y arriver, tu vois. Et dans ce cas-ci, par contre, toi, on voit que c'est bâtisseur hyperactif. Déjà, le bâtisseur hyperactif, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que l'énergie du bâtisseur, elle est fortement active. Ça veut donc dire qu'on est fortement connecté avec la matière. Et fortement connecté avec la matière, dans le cas de l'hyperactivité, ça entraîne un peu cette notion de matérialisation, tu sais, le matérialisme. Celui à quelque part qui est très, très connecté vers la matière et qui veut à quelque part se réaliser et s'accomplir dans ce monde-là, donc dans l'accumulation, etc. Tu vois? Et dans ton cas, c'est épuisé. Donc, c'est hyperactif, mais épuisé. Donc, ça veut donc dire quelque part que c'est pas un monde, on n'est pas on n'est pas à l'aise dans ce monde terrestre-là. Hein, parce que dans le cas de, même si il y a une puissance d'incarnation, parce que l'hyperactivité indique bien que le bâtisseur est capable de se réaliser, mais l'épuisement indique bien quelque part que tout ce qu'on a atteint une saturation au niveau de cette volonté de se réaliser dans la matière. Donc, on est un peu comme dans une position de transmutation, de transformation. Le mot-clé associé au bâtisseur hyper-épuisé, c'est le saboteur. Le saboteur, mais c'est justement celui à quelque part qui a l'impression justement qu'il va empêcher sa réalisation de la matière parce qu'il va se mettre des bâtons dans les roues lui-même. Parce qu'à quelque part, il n'est pas à l'aise dans cette matière-là, puis il n'a peut-être pas envie justement de focuser dans cette direction-là. Donc, c'est comme un appel à une transmutation, une transformation de la nature du bâtisseur qui est en soi. Et il y a 3 petits dessins que vous allez peut-être voir ici, mais c'est pas si visible que ça. Le premier, c'est un 0 qui est là, qui indique bien cette idée de recommencer à zéro. Recommencer à zéro sa vie pour justement, finalement, tourner la page. Ici, c'est ça un peu qu'on peut voir. Ce sont des documents où on crée un nouveau chapitre. Et ce nouveau chapitre-là, ben, il va nous permettre de nous réaliser dans le 3e dessin qui est dans le haut du corps. Je sais pas quand est-ce que tu en penses de ce que je viens de te dire, Isabelle. Saboteuse, oui, merci, j'arrête. Je tourne la page. Ben oui, en quelque part, mais c'est ça qui est la proposition. Puis évidemment, cette carte-là, quelque part, ben, nous amène aussi à réfléchir à l'idée que, par exemple, si moi, je voulais prendre cette carte-là bâtisseur hyper épuisée et me dire, mais de quelle façon que je pourrais faire un soin pour me travailler là-dessus, ben, je pourrais faire une pratique de pleine conscience intuitive, je pourrais travailler sur le saboteur qui est en moi, par exemple. Vous voyez, vous pourriez également travailler sur les techniques énergétiques pour dire, ben, tiens, je travaille sur mon chakra racine pour chercher justement à rétablir l'équilibre entre celui-ci, sachant qu'il est hyper épuisé. Donc, vous voyez qu'on peut faire des liens entre la pratique intuitive et la pratique du jeu de cartes aussi. Est-ce que quelqu'un qui aurait envie qu'on fasse une deuxième petite démonstration, tout avec une carte, là, pour que ce soit pas trop compliqué? Il y a donc Alice qui se présente. Alors, je vais sur la première personne qui se présente à moi. Il y a cette Alice qui s'est présentée. Est-ce que tu as un thème que tu voudrais regarder plus spécifiquement, Alice? Oui, j'aimerais bien aborder le thème de la communication. La communication. Okay. D'accord. Donc, soit la carte que j'ai sortie pour toi, c'est le spirituel hyperactif surchargé. Donc, ça va pas très bien. Ça va pas. Non, je blague. La carte ici, vous la voyez peut-être pas trop bien, mais quand même, je la montre. Alors, quand on parle de la communication, évidemment, la communication, c'est la capacité justement que j'ai, moi, de me connecter avec qui je suis, dans mon monde intérieur, puis donc de développer la communication idéale, c'est la communication où je suis capable d'être connecté avec moi et d'être authentique avec qui je suis, et je suis ensuite capable d'être vrai avec les gens autour de moi parce que justement, je suis à l'aise avec qui je suis, je me sens pas mal à l'aise, je suis capable d'être complètement ouvert à qui je suis et je peux en parler ouvertement aux gens autour de moi. C'est une forme d'authenticité qui se manifeste, c'est la communication qui va permettre aussi à ce qu'on soit authentique, qu'on va demander aux gens d'être authentiques avec nous pour qu'il y ait une véritable relation, une communication qui soit favorable. C'est beaucoup relié aux communicateurs, donc l'idée de la communication. Et dans le cas ici du spirituel, ben déjà, on sent que si on parle de la communication comme relié au chakra sacré, ben ici, on parle du chakra du spirituel qui est relié au chakra couronne. Donc, il y a quelque chose, moi je te disais ça comme ceci, tu sais, des fois, on est à la recherche d'un idéal dans la communication, et cet idéal-là peut tellement être déraciné
par rapport à cette simplicité que je viens de décrire, qui est reliée donc à l'authenticité que j'ai avec moi-même, que des fois, ça peut me donner l'impression qu'on cherche finalement à vivre quelque chose de déconnecté de de notre propre réalité. C'est un peu comme, parce que le spirituel hyper surchargé, le mot-clé, c'est l'éthéré. Donc, c'est quelqu'un, quelque part, qui n'a pas de prise sur le sol. Et les propositions, les cartes, qu'est-ce qui sont conseillées? C'est un peu comme la cause, c'est la personne qui est perdue dans l'espace, hein, et qui va finalement être un peu spirituel, angélique, etc., qui est un peu qui est un peu dans un monde un peu à part. Puis la solution, ben, ça passe par l'ancrage, par l'enracinement, par la volonté justement de renouer contact avec notre grandeur spirituelle, mais en étant enraciné. Alors, toi, c'est pour moi, donc, la communication, le conseil qui t'est donné dans cette carte-là, c'est de retrouver le sol, le plancher des vaches, pour être capable de reconnaître ta grandeur. Et reconnaître ta grandeur, c'est pas être humble, une fausse humble, c'est pas non plus être une narcissique ou une orgueilleuse, toi. C'est de trouver la justesse. La justesse, c'est j'ai pas à avoir peur ou avoir honte ou être mal à l'aise de reconnaître qui je suis et de montrer qui je suis, de dire toutes les belles qualités, toutes les compétences que j'ai, de pas avoir peur même d'être fier de moi et même d'être orgueilleuse, toi, et d'être capable en même temps de me mettre dans une position où justement je cherche à être dans ma sincérité, dans ma vérité, même si cette nature orgueilleuse ou fière pourrait se manifester en moi, comme si je ne devais pas en avoir peur. Je ne sais pas comment tu reçois ça, Alice. Mais écoute, je pensais pas être aussi déracinée, mais je le reçois bien. Finalement, c'est un message très positif. Retourner au plancher des vaches, ce serait donc m'enraciner, ce serait des techniques d'enracinement, de la déprogrammation. Comment je pourrais... L'enracinement et l'ancrage, ce serait une façon certainement facile de l'imaginer. Mais moi, ce que je te dirais, c'est de retrouver quelque part le plancher des vaches, c'est de retrouver quelque part l'humanité qui est en toi. La femme humaine qui est en toi, c'est qui? Ben, c'est un être humain qui a des qualités, des défauts. Tu vois, on est tous humains, donc on n'a pas à prétendre qu'on est mieux l'un que l'autre. On est tous humains. Alors, cette dimension humaine fait qu'on est capable de communiquer avec d'autres êtres humains à un certain degré d'humanité. Si moi, je suis mal à l'aise d'être humaine, parce que quelque part, je voudrais me présenter sur un volet, un visage plus évolué ou plus spirituel ou c'est une meilleure façon de me présenter. C'est là qu'on pourrait perdre la qualité de la communication. Puis c'est ça que je sens de toi, en fait, Alice, par rapport à cette carte-là, c'est que tu pourrais effectivement avoir une volonté de te présenter sur un jour qui n'est pas nécessairement en totale harmonie avec qui tu es réellement. Parce que justement, pourquoi? Mais parce que dans la communication, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à être aimé, on cherche à s'adapter à l'autre, on cherche à trouver une forme d'équilibre qui va nous convenir. Tu vois, là, de rien, tout ça, la communication, c'est une danse qu'on fait avec quelqu'un et des fois, on peut tellement vouloir danser avec d'autres personnes qu'on peut s'égarer, on peut se perdre dans l'autre à force de vouloir communiquer. Parce qu'à force de vouloir communiquer, c'est vouloir se faire entendre. Mais si on communique en accord avec qui on va peut-être devoir se différencier de l'autre. On va pouvoir lui faire comprendre qu'il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, ou des choses comme ça, tu vois. Ça amène cette notion de frontière, en quelque sorte, tu vois. Je ne sais pas si tu comprends ce que je disais par rapport à ça. Si, c'est plus clair. Donc, ce serait un peu, évidemment, on peut approfondir des choses comme ça, mais bon, ça te convient, ça te va? Oui, bien sûr, merci. OK, donc si vous voulez bien, on va prendre un troisième thème pour regarder pour aujourd'hui. Et donc, oui, Marie-Hélène, donc, est-ce que tu as un thème? Oui, bonsoir. Je veux bien le thème de mon abondance, ma relation à l'abondance. Okay. Donc, tu vois, le thème de l'abondance, qu'est-ce que ça met en évidence? C'est ce que j'ai tiré comme carte, c'est le scientifique. Le scientifique, c'est relié donc au philosophe, et le philosophe qui est hypoactif. Alors, on va essayer de regarder ensemble à quoi ça peut être relié à l'abondance. Donc, l'abondance, évidemment, si on y pense, c'est une ouverture, en fin de compte, envers l'univers. C'est cette capacité que j'ai, moi, d'accepter que l'univers me reconnaît dans cette prospérité. Hein, je m'abandonne à l'univers, puis là-dedans, s'abandonne à moi, puis la prospérité qui en résulte à quelque part. Tu vois?
Et évidemment, l'une des raisons pour la prospérité n'est pas toujours au rendez-vous, c'est, entre autres, l'aspect scientifique, justement. L'aspect scientifique, c'est celui, quelque part, qui regarde la réalité avec, tu sais, quand on dit, par exemple, moi, je pourrais faire quelque chose de très grand, mais en même temps, ça me prendrait ça, ça me prendrait ça, ça me prendrait ça. Soit comme ça, on se mettait nous-mêmes dans une espèce de discours intellectuel qui nous rappelle que pour arriver à la prospérité, il faudrait, par exemple, être super ceci, super cela. Tu vois, comme des exigences, des requêtes, des perfectionnismes aussi qu'on peut avoir à l'état de soi qui nous bousculent finalement dans l'idée de la prospérité. Puis la carte ici du scientifique ben, reflète un peu ça parce qu'il nous met en évidence que le monde subjectif, c'est un monde qui est subjectif, justement. Donc, le monde subjectif, c'est un monde que moi, c'est les croyances, c'est ce que moi, je donne à la réalité qui se manifeste à ma vie. Et quelquefois, cette réalité-là, ben, m'empêche justement de pouvoir me sortir de ma prison, hein, m'empêche de pouvoir sortir quelque part de mes limitations, de mes croyances limitatives et qui vont finalement faire que je vais, pour arriver à solutionner ça, il va falloir que j'élargisse mon point de vue, que je pose un regard différent sur ma réalité. Tu vois, donc c'est ça un peu la carte dit. Maintenant, je vais ajouter un autre élément là-dessus, c'est que la notion de prospérité, c'est un thème vaste. Alors évidemment, quand on regarde cette carte-là, quelque part, moi, ce que je sens, c'est que le scientifique, c'est quelqu'un qui porte des lunettes. Et ces lunettes-là, quelque part, sont le regard de la science, le regard qui parle du monde matériel, etc. Et je pense que ça peut être entraîné sur quelque part une forme d'effort. L'effort, finalement, de se dire, bon, ben, pour arriver à quelque chose, il faut mettre de l'effort, il faut mettre de l'énergie, il faut mettre de l'argent, il faut mettre... Pour moi, il y a quelque part, cette notion de prospérité, elle sous-entend justement que dans ta vision matérialiste de la vie, tu as un regard dans lequel il y a de l'effort à mettre beaucoup pour arriver à tes fins. Et je me dis que ça semble intéressant pour toi. Je ne sais pas si tu vas sans doute déjà le faire, mais je vais te le demander. Est-ce que tu pratiques la méditation ou des choses comme ça? Oui, c'est exactement ça. J'ai été élevée avec ce truc, il faut travailler dur, tout le temps dur, c'est dur. ça. Et je travaille beaucoup dessus parce que du coup, je suis tout le temps en imitation, à vouloir à absorber plein de savoir pour pouvoir me sentir capable de. Ouais. Puis tu vois, là, j'ai pris juste une deuxième carte pour voir par rapport à la solution. J'ai pris une carte comme ça. Puis tu vois, ce que ça m'en évidence, c'est le communicateur, il peut épuiser. Donc, ça donne, on pourrait dire, mon Dieu, c'est pas un bon signe. Il peut épuiser. C'est pas une énergie qui nous apparaît si favorable que ça. Mais j'ai l'impression que ça m'en évidence à quelque part, tu sais, quand on coupe notre rapport. C'est un peu comme couper le cordon ombilical de notre passé. Notre passé, à quelque part, il nous laisse croire, justement, qu'il y a plein qu'on peut pas s'épanouir en tant que personne. On peut pas s'épanouir parce que justement, il y a plein de croyances qui nous ont été transmises, qui nous rappellent quelque part que la vie n'est pas facile, bon, qu'on ne pourra pas arriver, on ne pourra pas faire ceci, on ne pourra pas faire cela. Et j'ai l'impression que cette carte-là, justement, ce qu'elle met en évidence, c'est cette volonté, justement, d'une certaine façon, de couper le cordon avec le passé, puis de se rendre compte qu'à l'intérieur de nous-mêmes, il y a une femme qui a envie de parler. Cette femme-là qui a envie de parler, c'est la petite fille en toi. Et cette petite fille-là, elle a peut-être envie de te dire des choses sur la prospérité qui est reliée justement au plaisir et à la joie de vivre, à s'amuser, à arrêter de voir la difficulté, la lourdeur de la vie, mais plutôt justement de chercher à déployer quelque chose de plus léger, de plus simple, de plus accessible, pour être plus heureuse et de chercher à développer cet aspect-là. Tu comprends? Oui, ça me parle énormément. C'est mon objectif annuel en numérologie. Oui, bon, mais c'est bien. On est bien en raccord, hein, dans la bonne énergie. Merci beaucoup, Sylvain. Merci beaucoup. Bienvenue. Quand tu es physiquement en présence d'une autre personne, est-ce toi qui effectues le tirage ou est-ce la personne elle-même? Est-ce que c'est un impact sur le tirage? Ben, c'est une bonne question que tu me poses là, ma chère Régine. Disons que quand la personne est physiquement là, absolument ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le jeu de cartes, hein, on va lui présenter, on va le mettre sur une table, le jeu de cartes, et on va le mettre comme ceci, c'est-à-dire la personne va voir que la face du jeu de cartes là, qui est en dos, et évidemment, elle va choisir les cartes selon le tirage qu'on a choisi. Si c'est une carte, on va lui proposer de prendre une carte avec un thème ou pas. Si c'est 3 cartes, elle va prendre 3 cartes. Si c'est 7 cartes, elle va prendre 7 cartes. Et c'est elle qui va faire le choix. Alors évidemment, dans un contexte comme celui-là, ben évidemment, lorsque la personne est en présence, c'est ce qu'elle va faire. Maintenant, dans un contexte comme celui que je fais ici, ben évidemment, on va plutôt demander
je vais plutôt me positionner comme la personne qui prend la carte pour la personne en question, tu vois. Alors, c'est ça un peu que je te dirais sur ça. Est-ce que ça a un impact sur le tirage? Mais je te dirais que la démarche principale, le jeu de cartes, finalement, tu sais, il y a des gens qui vont dire, ah oui, mais les cartes ont une énergie, puis c'est spécial. Moi, je crois plutôt que les cartes sont là pour stimuler quelque chose. Donc, que ce soit moi qui prenne la carte, que ce soit toi qui prennes la carte, l'important, c'est que la personne qui va interpréter le jeu va être capable de reconnaître la stimulation que ça vient éveiller en elle. Alors, si ça vient éveiller en elle quelque chose, bien évidemment, à ce moment-là, quelle que soit la façon qu'on procède, que ce soit à distance, que ce soit en présence de la personne qui les a choisie, ça va donner un résultat. Parce que finalement, c'est pas tant la carte qu'on choisit qui est importante que ce qui va éveiller chez celui qui interprète la carte. Et c'est pour ça que plus on a une connaissance de la spiritualité, mais plus le langage intuitif s'élargit. Et c'est ça un peu l'idée du projet, de ce projet-là quand je l'avais mis en place. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, Origine. Puis donc, si vous voulez bien, on va peut-être faire une dernière personne pour juste comme pour finaliser la chose. Alors, la première personne qui se présente à moi va être la bonne. Eh bien, c'est Maryse. En partie, oui. Ben, n'hésite pas, Régine, si tu as d'autres questions par rapport à ça. Est-ce que tu as un thème, Marie, sur lequel tu aimerais que je regarde? Le travail. Ah, ça, c'est la carte qu'on a tirée, c'est la carte du c'est le bâtisseur hypoactif. Je sais pas si voilà. Le bâtisseur hypoactif. Et le bâtisseur hypoactif, l'état de conscience qui est associé à cette carte-là, c'est la simplicité volontaire. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, la simplicité volontaire, mais la simplicité volontaire, ça reflète l'idée qu'un être humain choisit consciemment de dire, ben moi, j'ai pas envie à quelque part de m'épanouir matériellement, ni financièrement. J'ai envie de réduire à quelque part mon train de vie pour me permettre de vivre un épanouissement, une joie de vivre, de ne pas me casser la tête, de ne pas me fatiguer, d'être heureux. C'est comme ça qu'on va souvent voir la simplicité volontaire. Et puis, là, j'attends de le faire ça, j'ai juste... OK. Voilà. Et puis donc, la simplicité volontaire, ça c'est vraiment donc la première chose qu'on pourrait dire là-dessus. L'hypoactif, c'est le bâtisseur hypoactif, c'est celui justement qui n'a pas nécessairement cette envie tantôt on l'a vu, l'hyperactif, dans le cas de l'hyperactif, c'est quelqu'un de matérialiste. L'hypoactif, c'est quelqu'un justement qui, justement, est dans un détachement face à la matière. C'est ça qui explique la simplicité volontaire. Et dans la carte, mais qu'est-ce qu'on va mettre en évidence, c'est que quand on est dans une simplicité volontaire, on a envie de prendre, je sais pas si tu vois, mais le petit monsieur a des gros souliers, très, très gros souliers. C'est justement, ça met en évidence, justement, cette envie qu'il a de vraiment pouvoir marquer le sol. Et marquer le sol, c'est être conscient qu'à chacun des pas qu'il fait, il marque le sol. Donc, c'est réfléchi les pas qu'il fait. Il ne va pas faire des pas d'une façon irréfléchie. Il va vraiment prendre le temps d'y aller à son rythme pour s'assurer que le chemin qu'il est en train de prendre est le meilleur possible, le plus direct possible. Parce que la simplicité volontaire reflète bien l'idée qu'on ne veut pas gaspiller notre temps, on veut y aller avec le plus efficacement possible, avec la conscience la plus efficace possible. Et donc, la cause représente beaucoup cet homme avec les gros souliers qui va marquer le sol, qui prend son temps, qui fait les choix. Et ces choix-là, quelque part, l'amènent justement à reconnaître son envie de ne plus être dans le superflu, de ne plus être dans le flafla. Et c'est vraiment surtout avec une vision minimaliste dans laquelle il va pouvoir justement arriver à reconnaître que dans cet espace-là minimaliste, ben, il devient conscient du temps, conscient quelque part de tout ce qui doit être fait minimalement pour arriver à se sentir dans cet état de bien-être qu'il recherche et d'expérimenter la simplicité, justement. Donc ça c'est un peu ce que la carte te dit. Donc, je ne sais pas si ça te parle, cette carte-là, Maryse. Oui, c'est toi. Puis, ce que je te dirais maintenant par rapport à cette notion de travail, c'est que c'est certain que quand il y a deux choses à dire par rapport à la simplicité volontaire concernant la vie professionnelle. La première, c'est que oui, on peut dire oui, c'est toi. Comme tu dis, c'est toi. C'est comme si à quelque part tu te reconnaissais dans cette simplicité volontaire-là. Puis ce que je te dirais, c'est que la simplicité volontaire, c'est super.
Sauf qu'en même temps, la simplicité volontaire peut être une façon aussi de réduire notre effectif à un point de s'enlever de l'ambition. L'ambition, quelque part, c'est pas une mauvaise chose. Des fois, même, c'est utile d'être ambitieuse ou ambitieux, parce que quelque part, ça nous donne le sentiment qu'on aurait peut-être envie de gravir des échelons, de oser quelque part faire quelque chose qu'on ne pourrait pas imaginer qu'on aurait envie de faire, tu vois, parce qu'on se sentirait peut-être pas à la hauteur, pas capable de le faire. Je te parle de ça parce que je pense que cette carte-là est très intéressante pour mettre en évidence, effectivement, quand tu as besoin de prendre ton temps pour t'installer, etc., pour retrouver quelque part des balises qui vont te permettre de t'épanouir. T'épanouir ne veut pas dire être constamment dans la simplicité volontaire. C'est peut-être de te lancer un défi. Un défi dans lequel tu vas reconnaître davantage ta grandeur et ton élan spirituel et ce que tu te sens capable de faire. Donc, je ne dis pas que dans ce sens-là, cette simplicité volontaire est peut-être une première étape, mais je pense qu'une deuxième étape pourrait être davantage de reconnaître cet épanouissement que tu peux ressentir en toi comme étant une voie de grandeur, de voir comment ça peut s'épanouir plus ta nature humaine et tes potentialités spirituelles, tes potentialités à plusieurs niveaux. Tu vois? Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire par ça. Oui, donc c'est ça. Donc, ça serait un peu ce que j'avais envie de te dire concernant l'idée du jeu, de ce passage-là. J'ai une petite question qui m'est présentée. On va aller voir ça. Bienvenue, Maryse. Du coup, est-ce que nous pourrions envisager que la carte n'est qu'un support pour le thérapeute intuitif et que ce qui va finalement le guider, c'est davantage ce qu'il va percevoir, voir. Exactement. Moi, personnellement, Régine, ce que tu viens de définir, c'est ma vision du jeu de cartes. J'ai toujours considéré qu'un jeu de cartes intuitif, quel qu'il soit le tarot de Marseille, que ce soit n'importe quel jeu de tarot, l'idée, c'est que le tarot, quelque part, n'est là que pour éveiller notre mental à une forme de perception intuitive qu'on peut avoir. Donc, plus le jeu de cartes, on l'intègre dans la connaissance, plus on a une représentation logique, intellectuelle, du jeu de cartes, qu'on a bien intégré la logique, la symbolique du jeu de cartes, plus il devient facile de pouvoir s'enrichir et stimuler notre intuition grâce à ça. C'est pour ça, justement, que le livre Découverte spirituelle évolutive permet, justement, présente un langage intuitif étoffé, parce que ça me permet, justement, de donner au jeu de cartes un langage encore plus large et plus global par rapport à toutes les applications. Claire qui me pose, est-ce que la simplicité volontaire, par exemple, est citée dans le livre, ou bien est-ce que la lecture intuitive, attends, j'ai une perle de masse, excusez-moi. Est-ce que c'est dans le livre, ou bien est-ce que la lecture intuitive de l'image? Oui, c'est que pour chacun des cas, vous avez des mots-clés. Alors, dans le cas-ci, dans ce cas que j'ai nommé, c'est la carte qui s'appelle la simplicité volontaire. Donc, la simplicité volontaire, c'est comme ça que la carte se situe. Vous avez plusieurs noms. Alors, évidemment, les mots, puis une chose que j'aimerais peut-être dire aussi par rapport à la spirale évolutive, c'est que dans la spirale évolutive, on comprend ici que, par exemple, le chakra racine hypoactif, on parle d'énergie. Donc, effectivement, on peut dire, mais tiens, on va équilibrer le champ d'énergie, on va établir un équilibre de point de vue énergétique, mais ce concept de simplicité volontaire reflète un peu cette idée aussi que sur la spirale évolutive, on peut travailler sur des états de conscience. Les états de conscience, ça peut être la simplicité volontaire, le saboteur, l'existentialiste, le conventionnel, le profiteur, le conquérant, le manipulateur, le diplomate, etc. Vous voyez que ça veut donc dire que quand on fait un travail avec le jeu de cartes, on peut également combiner ça avec la pleine conscience intuitive, puisque le thème de la simplicité volontaire pourrait nous amener à dire, tiens, la carte c'était super intéressant, et j'aimerais donc approfondir en faisant une lecture intuitive de la simplicité volontaire qui est en moi, de l'état de conscience de la simplicité volontaire. Donc, ça voudrait dire que je pourrais utiliser la pleine conscience intuitive pour me relier à cet état de conscience-là, décrire ce que je vois, entends et ressens, questionner, déprogrammer, soigner, pour favoriser donc un équilibre de plus en plus important. Donc, vous voyez que le jeu de cartes est vraiment une porte d'entrée vers la pleine conscience intuitive. Par contre, le jeu de cartes peut être complet en lui-même. Si on n'a pas envie de pratiquer la pleine conscience intuitive, on peut très bien utiliser le jeu de cartes avec le petit livre. Vous avez tout ce qu'il faut. Je dois aussi dire que présentement, ce livre-là, qui est un tout petit livre, qui a une centaine de pages, je pense, 103 pages, il y a une version plus étoffée qui a été écrite. Pourquoi je n'ai pas présenté celle-là? C'est parce que justement, on s'était dit
que pour les gens qui achètent un jeu de cartes, ben souvent les gens qui achètent un jeu de cartes, ils veulent justement avoir quelque chose de très simple, quelque chose d'accessible, où ils peuvent avoir une réponse assez rapide, avec peu de texte, plus de trucs compliqués. Donc, c'est pour ça que ce livre-là a été donc rédigé et le plus simple possible. Mais il y a un livre que je ne sais pas encore comment il va être présenté. Il va être dans une version PDF, ça c'est sûr. Je ne sais pas encore de sous quelle forme que je vais le présenter, mais c'est un livre qui est beaucoup plus étoffé, qui présente la carte en détail, qui vous présente vraiment chacune des symboliques du jeu de cartes et tout ça. Et sans doute que dans la promotion autour du jeu, de la fonction de jeu de cartes, vous aurez accès à ce livre-là si vous êtes intéressé sous la forme PDF. Donc, ça fait partie encore là des promotions qui viennent avec le jeu de cartes et qui vont vous donner une plus grande connaissance des cartes. Parce que les cartes, ben, quelque part, ben, elles disent un certain nombre de choses. Dans ce livre-là, j'en parle pas d'une façon, on parle pas des dessins des cartes comme telles en détail. On était vraiment vers le plus simple avec ce livre-là. Vous avez vraiment l'essentiel, l'essence pour être capable d'interpréter votre jeu sans passer par des détails trop techniques ou même de parler de la symbolique des dessins, etc. Mais dans les versions plus importantes que je viens de vous nommer, il y aura donc une présentation plus importante des images de chacune des cartes et tout ça. Donc, vous allez voir que ça va être quelque chose assez complet comme jeu. Puis, comme je vous disais tantôt, l'objectif de ça, c'est de vous amener justement à explorer la Spiral Evolution avec différents outils. Donc, vous allez avoir le jeu de cartes, vous avez découvert Spiral Evolution qui vous présente vraiment le livre d'une façon plus qui vous permet de faire votre profil, votre Spiral Evolution, mais plus en résonance, en vous reconnaissant toi dans la lecture que vous faites. Il y aura donc le livre Spiral évolutif en pratique qui va vous présenter une série de tableaux qui va vous permettre de vraiment y aller plus avec l'intuition, avec le pendule ou l'intuition selon ce que vous allez choisir. Puis éventuellement le biorhythme qui, lui, va être une proposition de jeu également dans lequel vous allez découvrir un peu le Spiral évolutif à travers une autre façon d'aborder les choses. Donc l'idée, c'était de s'amuser, en fait, voilà. De s'amuser avec un langage intuitif qui est quand même assez complexe et assez riche, qui sont les chakras, mais de leur donner une certaine couleur ludique, de plaisir, de jeu, à travers diverses façons d'aborder ça et de développer notre intuition à travers chacun de ces outils-là. C'était un peu l'objectif qui était proposé dans tout ça. Donc, ceux qui sont intéressés à acheter le jeu de cartes, bien évidemment, vous avez simplement comment faire la demande et je vais m'en occuper donc demain au plus tard, demain en fin de journée, pour finalement répondre à cette demande-là. Et puis pour les gens qui sont du Québec, comme Martin, justement, ça sera plus en janvier, peut-être avant, mais je vous en informerai, bien sûr, pour ceux qui vont être intéressés. Ce sera plus tard, au mois de janvier, que le jeu de cartes sera disponible. Pour la simple raison que je suis en Europe présentement, puis que j'ai fait donc un petit tirage de jeux de cartes là, pour me lancer puis voir un peu comment ça va se passer, mais que je suis en train de mettre en place une structure, puis en janvier, ça va être prêt pour le Québec. Donc, ben oui, mais moi aussi, Marie, j'ai hâte que tu puisses l'avoir, que tu puisses me donner une nouvelle là-dessus, mais ça viendra très bientôt, de toute façon, ne soyez sans crainte. Marielle qui me dit hâte d'explorer cet outil pour activer la joie dans le travail. Merci encore pour ma lecture. Bonne soirée, Sylvain. Merci pour les enseignements. Merci à toi, Marie-Hélène. Merci à tous pour votre présence pour ce soir. Alors, évidemment, c'est une petite animation pour faire découvrir le jeu de cartes. Évidemment, il y aura sûrement d'autres moments où je proposerai de faire des tirages peut-être plus élaborés que cette fois-ci, dans lesquels je vous expliquerai pas de nouveau le jeu de cartes, mais on fera des petites démonstrations de temps en temps avec le jeu de cartes. Puis évidemment, pour ceux qui veulent acheter le jeu de cartes, mais comme vous êtes tantôt, vous allez avoir quand même plusieurs formations en ceci. En plus du jeu de cartes, vous allez avoir plusieurs formations qui vont vous aider justement à pouvoir utiliser le jeu de cartes. Puis il y aura des webinaires qui sont proposés gratuitement pour ceux qui auront donc ce jeu de cartes-là. Donc je pense que ça va être un beau voyage que vous allez vous permettre de faire si vous le procurez. Donc, je vais vous souhaiter une belle fin de soirée à chacun d'entre vous, belle fin de journée pour ceux du Québec et de ailleurs qui ont cette opportunité d'avoir leur journée devant eux. Et je vais vous souhaiter une très belle fin de soirée, puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine fois. À très bientôt. Au revoir. Et merci à tous.